profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le patient zéro. Istanbul, Turquie, août, 9h12 du matin. Je suis dans un petit café en plein air, à quelques centaines de mètres de la foule grouillante d'un marché matinal, juste en face du Bosphore. J'aime cette ville, et toutes ses contradictions épaisses et violentes. La chaleur croissante de la journée fait déjà coller le lin de mon costume à mes jambes. Je me suis réveillé cette nuit avec un changement d'avis. On vous doit une explication, et même un avertissement. Si je fais ce que j'ai prévu, moi et mes actions seront vilipendées et incomprises. Croyez-moi, je fais cela pour les bonnes raisons. Vous ne le voyez peut-être pas aujourd'hui, mais dans 10 ou 20 ans, vous verrez naître un nouveau monde. Cela vaut tous les sacrifices. J'ai fait mon travail ici en Turquie, la première des nombreuses grandes villes à voir, et je prends l'avion demain. Ne vous donnez pas la peine de me chercher ici. Samarcande, Ouzbékistan, septembre, 5h04 du matin. Je me trouve dans l'une des plus anciennes colonies de l'humanité, et Sa Majesté me submerge, tout comme son déclin m'attriste. Autrefois joyau de la conquête d'Alexandre et capitale de l'empire de Tamerlane, elle est tombée en désuétude et en friche. Je dois avouer que je le savais déjà, mais pardonnez mon sens du romantisme. J'ai voulu voir cet endroit une fois. Je n'ai rien à faire ici. Autrefois carrefour des voies commerciales entre l'Est et l'Ouest, Samarcande est devenue isolée et inutile pour moi. Mais les fantômes de son histoire et de son passé m'apportent force et détermination. La valise que je porte est lourde dans ma main. C'est mon fardeau. Mais à chaque arrêt, ce fardeau s'allège. Je me suis permis cette folie de quitter la toile pour un moment, mais je ne m'y attarderai pas. Munich, Allemagne, septembre, 8h05 du matin. La ville dort encore tard dans la matinée de samedi, et dans de nombreux endroits, les rues sont encore vides. Les bâtiments d'avant-guerre qui subsistent à Munich sont d'une grande majesté, et j'ai fait remarquer sa beauté à mon chauffeur local. C'était bien plus beau avant que les Britanniques ne nous bombardent, a-t-il répondu sans la moindre ironie. Il avait au moins 2 générations d'écart avec la guerre et n'a pas semblé ou voulu comprendre quand je lui ai dit que Londres avait le même problème. La majeure partie de l'humanité est horrifiée par le spectre de la guerre, par ce qui s'est passé ici. On se demande comment l'homme peut être aussi inhumain. Ces gens ne connaissent rien au monde, ni de la nature rouge de dents et de griffes. Ce sont des gens qui élèvent artificiellement l'humanité au-dessus du règne animal, ces gens qui maintiennent une barrière éphémère entre notre sous-groupe particulier de primates et le reste de la vie sur Terre. Je n'ai jamais compris ces gens. J'ai déposé un autre dispositif au centre-ville, dans un immense complexe théâtral ultramoderne. Je l'ai soigneusement caché, et j'ai réglé la petite horloge atomique à service sur la mienne. Mon vol décolle dans quelques heures. Et si vous me suivez, vous n'aurez pas de chance en Allemagne. Londres, Angleterre, octobre, 5h09 du matin. Londres affiche ses blessures de guerre avec ses tours de bureaux grises et plates et ses appartements banals. Mais son âge et son histoire transparaissent à travers les cicatrices tandis que je me promène sur la Tamise, à peine consciente de l'odeur saumâtre des eaux huileuses. Les déchets dans la rivière ne m'attristent pas, comme j'imagine qu'ils le feraient pour vous. Vous tracez une ligne artificielle entre un emballage de hamburger et les feuilles mortes d'un arbre que je ne comprendrai jamais. Vous faites une distinction entre la nature et l'humanité qui me laisse perplexe. Nous sommes la nature. Nos villes, nos routes et nos satellites orbitaux ne sont pas différents d'une colonie de termites ou d'un nid d'oiseaux, sauf peut-être en termes d'échelle. L'humanité n'a rien d'unique. Je sais que je suis pratiquement le seul à le penser, mais l'histoire et la nature elle-même me donneront raison. Les dispositifs que j'ai installés ici sont dans le sous-sol. Ils attendent silencieusement le jour où je les activerai,
où ils ouvriront leurs filtres en céramique et libéreront doucement leur charge dans l'air. J'ai brûlé les 10 dernières années de ma vie comme une bougie pour former l'arme parfaite, endurcie contre l'air, robuste et indéniablement vivante, brûlant de la volonté de survivre. J'ai choisi les stations parce que les premières lettres de chacune d'entre elles forment mon nom. Il s'agit d'une signature d'artiste. Je ne vous dirai pas cela si je n'étais pas sûr que ce serait une information inutile, et je doute que vous ayez même découvert qui je suis. Comme toujours, je serai parti avant que vous n'arriviez. Chicago, Illinois, novembre, 2h15 de l'après-midi. Chicago est la plaque tournante d'une grande roue du trafic aérien. Le long de ces 1000 lignes qui se croisent, des millions de passagers vont passer, privant l'air vicié de l'aéroport d'oxygène et rejetant du dioxyde de carbone. Dans ces tunnels de verre et d'acier à l'atmosphère stérile, je vois encore la nature, verte et rouge de vie. Je dois faire une distinction. Je sais que ce que je fais semble être mal, diabolique. Cependant, je comprends aussi que la moralité est un dispositif artificiel que nous avons utilisé pour guider le comportement des tribus, un concept utile pour créer l'harmonie et la croissance dans les petites populations. Mais le bien et le mal n'ont pas de poids réel. La nature est au-dessus de cela. La guêpe qui implante ses petites dents dans une chenille vivante n'a rien de mal. Nos concepts d'éthique sont aussi fragiles que nos corps et tout aussi impermanents. Quelques dispositifs dans les systèmes de ventilation infecteront des millions de personnes. Vous pouvez les chercher si vous le souhaitez, mais mon plan est très redondant. Vous pouvez vous épuiser à essayer de défaire mon travail, mais au bout du compte, vous échouerez. Si vous êtes sage, vous cesserez vos recherches et commencerez à vous préparer à l'inévitable combat qui vous attend. Tokyo, Japon, novembre, 9h18 de l'après-midi. Tokyo doit être un enfer pour ceux qui considèrent que la nature se résume à des forêts, des montagnes ou des eaux océaniques propres. Pour moi, c'est une merveille de ce monde naturel. Les lumières et la folie de Roppongi sont aussi merveilleuses et vivantes que le clignotement synchronisé des lucioles. C'est la nature. Et si vous me permettez un moment d'auto-félicitation, c'est la nature dans ce qu'elle a de plus beau et de plus merveilleux. Mais la nature n'a pas d'apogée. Elle ne fera que croître, apprendre et devenir plus belle. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai dormi pendant tant de décennies, travaillant dans un laboratoire pour un géant pharmaceutique, lequel n'a pas d'importance. Il ne vous aidera pas à me trouver, surtout à cette heure-ci. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu une révélation, une leçon concrète que je pourrais partager avec vous pour vous faire comprendre pourquoi j'ai choisi cette voie pour nous tous. La vérité est malheureusement banale. L'afflux d'argent provenant d'une chaîne de découverte m'a donné le temps de réfléchir et de prendre conscience du monde et de ses systèmes lentement et progressivement. L'argent m'a aussi donné les moyens d'agir une fois que j'étais déterminé. Le monde s'autorégule. Les gens attribuent une sorte de malveillance particulière aux actes de l'homme, ignorant que nous ne sommes pas la première espèce à faire la guerre, à commettre des génocides. C'est idiot. L'homme n'est pas le seul à agir de la sorte. Bien d'autres espèces avant nous ont dépassé leurs habitats et ont semé les graines de leur propre destruction. Elles ne sont tout simplement plus parmi nous pour nous servir d'avertissement. Soit les tragédies d'évolution fonctionnent et sont durables à jamais, soit elles ne fonctionnent pas et les espèces meurent. C'est la seule règle dans la nature, vivre pour l'avenir ou être enterré dans le passé. Il devrait être clair maintenant pour nous tous que malgré la croissance fulgurante de notre espèce, nous n'avons pas opté pour la première stratégie, et ce n'est qu'une question de temps avant que nous nous effondrions. Je ne tolérerai pas cela. Je fais partie de la nature au même titre que n'importe qui d'autre, et mes armes aussi. Je serai le régulateur. Nous nous adapterons ou nous mourrons, mais soyez courageux. Quelle que soit l'issue, le monde en sortira grandi. Et j'espère sincèrement que vous serez là pour le voir, pour que vous sachiez que j'avais raison. L'un d'entre eux est enterré dans une jardinière qui a attiré mon attention alors que je marchais dans les rues. L'autre dispositif se trouve sous la table d'un café animé. Vous devez savoir maintenant qu'il sera impossible de les trouver. S'il vous plaît, dans votre propre intérêt,
Le temps de la poursuite et de la prévention est révolu depuis longtemps. Il est temps de se préparer. San Francisco, décembre, minuit. Je n'avais jamais imaginé que malgré mes précautions, je ne serais pas infecté après une telle exposition. J'avais prolongé la période de dormance du virus précisément pour cette raison, afin de me donner un peu plus de temps. Je n'ai pas encore terminé ma toile, comme je l'avais envisagé à l'origine, mais mes modèles d'infection montrent que j'en ai fait plus qu'assez. Je vais me reposer un peu maintenant, et j'essaierai de ne pas regretter mon rôle dans cette affaire. Pas mes actions, bien sûr, mais mon incapacité à voir le fruit de mon travail. L'humanité serait morte sans moi. Nous sommes devenus mous, lents. Nous ne sommes plus un organisme viable. Nous aurions lentement, subtilement modifié l'environnement jusqu'à ce que le monde lui-même soit toxique pour nous. Et alors nous aurions disparu dans un gémissement. Ceux qui pensent que l'homme a la capacité de détruire le monde sont animés du même anthropocentrisme étrange que ceux qui pensent que nous sommes en quelque sorte séparés du reste du royaume de la vie. Nous ne pouvons pas plus mettre fin au monde que nous ne pouvons le créer. Nous ne pouvons que nous tuer nous-mêmes et entraîner dans notre chute quelques millions d'espèces instables. C'est ainsi que vous voulez finir ? Lentement empoisonnés ou noyés par notre incapacité à voir à long terme ? Ce n'est pas la voie à suivre, et je ne le permettrai pas. Humanité, je te fais un grand cadeau, même si je sais que tu ne le verras jamais comme tel. Je t'offre la compétition. Vous travaillerez ensemble, vous fusionnerez vos ressources et vous serez fortifiés et tempérés dans les feux de la lutte et de la crise, ensemble. Vous mourrez. Vous fleurirez en quelque chose de nouveau, où vous fertiliserez les champs du prochain concurrent pour l'espace et les ressources. Mais vous changerez. C'est inévitable maintenant, et cela me procure de la fierté et de la joie, même si la paroi de mes poumons se détache et que je me noie dans du sang infecté. Humanité, je t'ai laissé quelque chose, un dernier fil d'Ariane tissé dans ces lettres. C'est peut-être la clé de ton salut, humanité. Si tu la trouves, elle te mettra sur la voie du remède. Vous tous, vous comprendrez que je ne peux pas vous la donner, cela irait à l'encontre de mon but. Croyez-moi quand je vous dis que je veux que vous viviez, mais je dois être fort pour ne pas compromettre le grand combat qui vous façonnera tous pour les siècles à venir. C'est terminé. Humanité, si tu veux encore me chercher, tu ne fais que perdre ton précieux temps. J'ai déjà envoyé tout ce qui pouvait t'aider. Le reste, je l'ai brûlé et effacé. Les déclencheurs des appareils seront bientôt libérés, très bientôt. Mais si, pour une raison insensée, vous voulez voir la viande, les os et les fluides que je laisserai derrière moi, vous saurez où me trouver. Car après tout, c'est moi le patient zéro.